Alors, comme vous allez le voir, la vidéo n'a pas de son. Pourtant, je peux vous assurer que j'avais fait tout ce qu'il fallait. J'avais bien enregistré tout. Et puis, il n'y a pas de son. Voilà. Alors, à l'écran, vous allez voir ma tronche qui s'agite, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était assez drôle de vous laisser l'emballement de Lisa visuel pour ce que j'étais en train de raconter. Et de vous réenregistrer par-dessus, plus ou moins. Alors, comme je n'avais pas mis les vignettes et que j'avais pas les livres, ça sera beaucoup moins contraignant pour moi euh, de le mettre parce que je vais réenregistrer ce que j'étais en train de vous dire. Alors je pense que je ne vous dirai jamais la même chose que ce que j'étais en train de dire, on est bien d'accord, ce qui est très dommage parce que je trouve que c'était assez percutant et drôle ce que j'avais à dire, mais bon écoutez, voilà, on peut pas faire la même chose. Alors j'expliquais en fait dans le moment où je me suis agitée au début que c'était la honte parce que c'était 7 livres que j'avais lus entre début janvier 2024 et mi-juin 2024, donc ça fait quand même voilà, assez longtemps, et que en triant mes livres le 31 décembre pour voir si lesquels je gardais, parce que généralement sur les 80, 85, 90 que je lis, j'en garde 30, 35 et j'en donne soit à la bibliothèque de l'hôpital, soit dans la boîte à livres de mon immeuble, de mon bâtiment, les autres, et que bien sûr les livres d'histoire je les garde. Voilà. Alors je suis voilà, vraiment une, comment dire, une benette, une boulette, enfin ce que vous voulez. Voilà, je les ai pas chroniqués. Alors je suis allée voir si je les avais chroniqués, je ne les avais pas chroniqués, donc je me suis dit qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu les passes sous silence ou pas. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimaient bien mes bilans histoire, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le faire. Je vais les refaire, sachant que c'est selon mes souvenirs, parce que vraiment, je ne les ai pas du tout chroniqués. Voilà. Si j'avais eu les chroniques, j'aurais pu lire les chroniques devant vous, vous les faire comme ça, mais vraiment pas. Donc évidemment, je me souviens de ce que j'ai lu, mais ça sera peut-être pas aussi détaillé que ce que j'aurais aimé le faire sur le moment. Alors, là, je vous explique que j'ai la feuille parce que je suis vieille et que je me rappelle plus. Et donc, on va commencer par le premier. Et le premier est donc l'univers concentrationnaire de David Rousset. Et je vais donc vous mettre les images que j'avais prévu de mettre vu que je m'agitais comme un crétin, enfin une crétine en l'occurrence. Alors, l'univers concentrationnaire de David Rousset, c'est un livre qui, en fait, se constitue de 18 chapitres euh, plus ou moins court ou plus ou moins long, selon ce que vous voulez, et il revient, en fait, il livre une analyse particulièrement détaillée du fonctionnement du camp de Buchenwald. Que ça soit... alors c'est un ouvrage qui a été écrit en août 45, qui a été donc publié, qui a eu, si je ne m'abuse, le prix Renaudot l'année suivante, et qui fait quand même partie des grands classiques de notre époque, on est bien d'accord sur le sujet. Alors, il nous livre vraiment le fonctionnement du camp, avec ses souvenirs très vivaces, puisque voilà, que ça soit l'arrivée au camp, la sélection pour le transport, l'affectation dans un commando extérieur qui d'ailleurs était largement plus meurtrier quand on y était que de rester dans le camp, le départ pour le travail, les capots, la hiérarchie, les relations avec certains détenus, évidemment la difficulté qu'il y avait de cohabiter dans les baraques, la hiérarchie entre les détenus d'ailleurs, puisqu'il y avait quand même une certaine hiérarchie à respecter, et bien sûr tout ce qui était les trafics, les détenus de droit commun, les violences, les erreurs à pas commettre pour éviter de se mettre tout le monde à dos, et bien sûr les rôles des SS qui étaient évidemment à l'intérieur. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui... alors, il élargit un peu son propos. Il va parler de Birkenau aussi, en disant que c'était la plus grande cité de la peur. Enfin, et de la peur et de la mort. Mais que, voilà, il revient vraiment sur cet univers concentrationnaire. C'est quelqu'un qui euh, explique... Vraiment, c'est une analyse sur le fonctionnement de ce camp qui n'est pas... voilà, qui est
écrit à brûle-pourpoint ou vraiment dans l'urgence absolue de l'après pour sûrement, un, témoigner, et puis deux, dire aux gens de ne pas oublier. Alors, si vous connaissez plus ou moins ces choses-là, vous pouvez évidemment le lire. Attention, c'est pas Martine à la plage, on est bien d'accord. Parallèlement, vous pouvez lire aussi Eugène Kogon qui a écrit cet excellent L'État SS, qui peut vous donner justement le parallèle entre ceux qui étaient et ceux qui dirigeaient. Voilà. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Alors je sais que ça va pas cadrer avec les images, hein. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, le deuxième, c'est La France de Vichy, 1940-1944 de Robert O. Paxton. Alors, Paxton est un professeur à Columbia qui a écrit ce livre dans les années 70 en tenant compte en fait de tous les témoignages de la littérature, non, sans tenir compte, pardon, de tous les témoignages de la littérature, on va dire, sur le sujet, que ce soit politique, etc., de Vichy. Et en fait, il s'est appuyé sur les archives allemandes, sur les archives américaines, pour livrer une autre vision de la France de Vichy, parce que lui estime que Vichy était beaucoup plus traditionnaliste que fasciste. C'est quand même un des spécialistes de la France de Vichy, il faut quand même le dire, que en gros elle rejetait plus la République, mais qu'elle n'avait pas la volonté de la remplacer, ce qui est quand même assez paradoxal, et que la grande peur de Vichy, en fait, à l'époque, c'était véritablement d'avoir une guerre civile, qu'elle estimait qu'il ne manquerait pas d'arriver avec une victoire de la résistance. D'où le fait ils ont créé la milice, ils ont fait la chasse aux résistants d'une façon assez ignoble, et qu'ils ont même devancé les demandes des nazis, puisque carrément ils ont fait des listes de personnes à déporter, de juifs, de communistes, etc. En mode, tiens, tenez, je vais vous filer les trucs, mais on vous l'a pas demandé, non, mais on vous les donne quand même. Voilà. Alors autant les Italiens, par exemple, et les Espagnols n'ont pas des masses, pendant des années ont essayé de protéger leur peuple, autant ceux-là, le peuple, ils en avaient un peu rien à carrer, et ils ont, c'est même pas collaboré, c'est carrément devancer les attentes des autres, voilà. Alors c'est sûr que il faut savoir ça parce qu'il y a eu une espèce de, pas d'enjolivement, mais d'atténuation après la guerre, principalement parce que, effectivement, comme le présentait Vichy, il aurait pu avoir une guerre civile, que l'épuration a été beaucoup plus difficile, et que pour relever une France et des États qui étaient en guerre depuis 4-5 ans, qui avaient morflé et qui étaient à terre, c'était pas le moment de rajouter non plus une crise politique par-dessus, que la libération par les armes était pour Vichy pire que l'occupation. Voilà. Moi je trouve que voilà, j'ai lu pas mal de choses, notamment l'histoire de Vichy, j'ai lu pas mal de choses. Si vous voulez lire, il y a des livres plus didactiques, non, c'est pas didactique en fait, il y a des livres un peu plus formalistes, plus on va dire généralistes ou général si vous voulez, qui ont été faits, hein. Il y a des livres qui sont plus voilà, qui détaillent, mais qui détaillent pas quelque chose de... Voilà, par exemple, l'occupation allemande en France, qui est paru chez... je crois que c'est chez Perrin, ou Tempus, enfin un des deux, qui revient sur ça. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses qui sont mises... C'est peut-être Payot, je sais plus. Enfin bon, bref. Ça s'appelle l'occupation allemande en France 1940-1944, peut être mis en parallèle avec celui de Paxton pour pouvoir vous expliquer ce qu'il en était. Voilà. Autre livre, ça va pas du tout cadrer avec les images, on est bien d'accord sur la question. Autre livre qui est donc les 100 jours alors attendez, les 100 jours d'Hitler de Jean Lopez. Alors, c'est en fait un livre qui retrace jour par jour, vraiment, les derniers instants de Hitler. On va l'appeler Tonton Adolphe, pour éviter que certains s'excitent la rondelle à chaque fois.
et que YouTube finisse par me virer de là, qui détaille ce qui s'est passé. Alors, il détaille les ordres qui ont été donnés, mal ou bien, plutôt mal des fois. Voilà, l'armée qui est carrément alors à l'ouest, sans faire de jeu de mots à l'est et à l'ouest, qui est en limitant des routes, qui n'obéit plus, qui est vraiment au bout, et puis qui est au bout du rouleau. Vraiment, à ce niveau-là, c'est carrément, voilà, ils sont exténués, ils se battent sur les deux fronts, ils n'y arrivent plus. Et puis, ils donnent des ordres d'exécution, alors des traîtres, hein, ceux qui estiment qu'ils l'ont trahi, ou carrément de ceux qui ont failli, pour lui, qui ont failli dans les ordres qu'il avait donnés. C'est-à-dire, en gros, combattez, mourrez sur le terrain, etc. Bon, après, vous avez tapé 4 ans de guerre, il y en a certains qui se sont dit, il est bien mignon, mais on va peut-être pas mourir tout de suite pour lui, on va essayer de sauver notre peau, en se battant pour notre pays, mais on va essayer de ne pas se sacrifier pour rien. Et il y a aussi le côté personnel d'Hitler, puisque en fait, on le sait, il prenait beaucoup de médicaments sur les derniers temps, il avait des accès de colère. Alors c'est pas le mec le plus zen de la terre, on est bien d'accord sur la question, mais là c'était vraiment des colères homériques visiblement qui foutaient un peu la trouille à tout le monde. Bref, vraiment autre. Et le fait de rester à Berlin et de bien sûr après ne pas se laisser prendre vivant. Alors on a tous vu ces images de lui dans les derniers jours sortant de son bunker avec les mains dans le dos tremblantes, etc. Limite Parkinson sûr, presque en tous les cas. Voilà, donc on le voyait, un teint blafard, les joues creusées, on avait l'impression qu'il avait 90 ans alors qu'il n'était pas si vieux que ça. C'était quand même assez impressionnant. Voilà. Donc vraiment, Jean Lopez, il retrace ça et il agrémente bien sûr son ouvrage de photos d'époque qui montre en fait l'étendue de cette guerre totale qu'a voulu Hitler, qui a été absolument, qui a pesé absolument horriblement sur la population, puisque il parle des massacres, il parle des enfants soldats, des vieux hein, qu'on a récupérés un peu à droite à gauche, des bâtiments qui ont été détruits, et bien sûr des viols. Viol sur tout le monde, hein, hommes, femmes, enfants, vieillards, enfin toute la clique, qui n'a pas été interprétée que par l'armée rouge. Hein, il ne faut pas croire que bon, ils ont quand même eu leur part, ceux-là. Ils ont eu leur quota, mais par les alliés aussi. Hein, il ne faut pas croire que voilà, on n'est pas au monde des bisounours. Et que je crois qu'il y a, enfin, ils estiment à un quart à peu près des viols qui ont été dénoncés uniquement. Voilà, donc évidemment dans le Berlin de 45 et même après, parce que ça s'est perduré pendant presque un an cette histoire, puisque les Alliés et l'Armée Rouge s'étaient séparés dans Berlin, je peux vous assurer que ça n'a pas été drôlissime tous les jours. Voilà, donc bon, après vous allez me dire ouais, mais c'était eux qui ont voulu la guerre, oui d'accord, mais on est bien d'accord que œil pour œil, dent pour dent, c'est pas une bonne solution. Sachant qu'il y a eu plus de soldats allemands tués durant ces 4 mois à peu près de derniers mois de guerre que pendant tout le reste, tous les autres 4-5 ans de guerre. Pour vous montrer le sacrifice absolu qu'il était prêt à faire pour, en gros, pour gagner sa guerre totale. Voilà, ce qui n'a pas été une bonne idée, on va dire. Voilà. Autre livre, c'est Tulle, enquête sur un massacre le 9 juin 1944 de Fabrice Grenard. Alors, c'est un livre qui mène, comme son nom l'indique, une enquête sur ce qui s'est passé à Tulle. Lors de la remontée d'une division de la Daies Reich, enfin qui s'appelle une division SS qui s'appelait la Daies Reich. Alors, la Daies Reich avait eu l'ordre de remonter, elle était passée vers Mont-de-Marsan. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai étudiées
assez profondément, puisque étant de Dordogne, la Death Reich a frôlé certaines zones pas très très loin de chez moi. Bon, on la connaît malheureusement pour Oradour-sur-Glane et pour Tulle, mais elle a semé la mort, l'horreur, le sang et les larmes partout. Elle avait été, moi j'avais étudié ça plus jeune, et puis ça m'avait aussi servi de base pour une partie d'un de mes romans, notamment sur le personnage de Karl. Voilà. La Deichrache a été ordonnée de remonter en appui, parce qu'il y a eu le débarquement, et voilà, il devait remonter en Normandie pour pouvoir renforcer, parce que bon, on a toujours l'impression que le débarquement, ils sont arrivés enfin, ils se sont fait massacrer sur les plages, sur certaines plages, mais voilà, que c'est arrivé, qu'ils sont rentrés dans les terres tout de suite, qu'ils ont réussi. Non, ils ont mis 2 mois à, hein, voilà, ils ont débarqué le 6 juin, ils sont arrivés à Paris en août. Hein. Voilà, le premier mois, enfin les premières semaines, ils ont bien dégusté les Alliés. Et donc la Dessage devait remonter en urgence, notamment celle-là et puis une autre, d'autres divisions, pour renforcer le front. Voilà. Donc sur leur passage, en venant de Mont-de-Marsan, sur leur passage, ils ont été attaqués par la résistance qui s'est sentie, on va dire, renforcée par le débarquement en Normandie, qui avait déjà un peu plus de moyens, parce que les Alliés avaient commencé à envoyer beaucoup d'armes, à parachuter beaucoup d'armes, et donc ils se sont fait attaquer. Inutile de vous dire qu'ils n'ont pas baissé les armes, eux, sachant que la Corrèze, le département de la Corrèze avait été vraiment, entre guillemets, la capitale des maquis, que Tulle avait été donc libérée, puisque certains Allemands étaient partis, la troupe allemande qui était à Tulle était partie, donc ils ont pensé pendant 24 heures que c'était fini, qu'il y avait plus d'Allemands, donc plus ou moins les gens sont sortis, les résistants sont arrivés, etc. Et puis ces connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces connards de la Death Reich sont arrivés, ils ont fait 99 hommes. Enfin, ils ont pris 99 hommes qu'ils ont pendus au balcon et au réverbère de la ville, et il y a, je crois, 149 hommes qui ont été déportés en Allemagne. Voilà. Donc c'est vraiment une sanglante conséquence du passage d'Eichach dans ce truc, bon, outre le fait qu'ils ont fait Oradour-sur-Glane sur la clique, après derrière. Alors Fabrice Grenard, c'est quand même un spécialiste de l'histoire des maquis. Il s'est appuyé sur des témoignages, évidemment, sur des archives militaires, administratives et policières de l'époque, et il s'est aussi appuyé sur les FTP de Corrèze et sur des documents qui n'avaient pas été, on va dire, exposés jusqu'à présent. Donc c'est très intéressant de lire ça, parce que on voit l'état d'esprit. Alors bon, c'est la Das Reich, mais on voit l'état d'esprit aussi de certains qui sont prêts à tout. Alors, sachant que dans ces unités, il y avait aussi des gens qui étaient engagés, qui étaient punis, puisqu'il y avait des bataillons disciplinaires, notamment le 500, qui était quand même un des plus connus sur l'Est. Il y avait des soldats qui avaient été punis, qui ont été renvoyés dans cette unité pour justement les pousser à refuser de tuer des gens pour les exécuter, sans compter qu'il y avait aussi des malgré nous, qu'il y avait des gens qui étaient d'autres nationalités qui ont été récupérés sur les fronts de l'Est, etc. C'était assez hétéroclite, mais il y en avait certains, il y avait une lutte entre les chefs, et il y avait une tendance quand même assez nette au sang et aux larmes. Là, donc c'est assez intéressant de le voir. Voilà, l'année dernière, il y a eu le triste anniversaire, malheureusement, de commémoration de cette tuerie. Parce que pendre des gens au balcon et au réverbère de la ville, excusez-moi du peu, voilà, à ce niveau-là, on n'appelle même pas ça, bon, bref, des salopards. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y, mais c'est très très bien fait. Autre livre, et alors c'est un livre assez remarquable. Ça s'appelle L'histoire de l'épuration de Bénédicte Vergès Chénon. J'espère que j'écorche pas son nom. Parce que là, je le fais au micro, mais j'ai plus mes notes. Alors, encore mieux, je regarde la couverture. Hein, mais voilà. Ah non, j'ai pas la couverture sous les yeux. Ah si, ça y est, je l'ai mis. Alors oui, c'est ça, c'est bien Vergès
Chénon. En fait, elle revient sur la Seconde Guerre mondiale, mais elle élargit sur l'épuration, sur le temps de la guerre. Elle évoque bien sûr la débâcle de 1940, les purges qui ont été faites au sein du monde politique, militaire et administratif lors de l'épuration. C'est un livre assez remarquable par sa précision, déjà, par le fait qu'elle interroge le lecteur. Oui, elle interroge le lecteur pour ce qui est de ce qui s'est passé, les conséquences du régime de Vichy, et de ce qu'elle a engendré après, et donc de l'épuration derrière. Et après, il y a une extrême précision dans ce bouquin, donc vraiment, il faut du temps pour le lire. Alors déjà parce que c'est pas un petit livre, mais c'est surtout elle a voulu, l'auteur, vraiment dépasser les clichés qui sont liés à l'épuration et à toute cette période-là, pour nous redonner, pour recentrer en fait ce qui s'est passé, pour redonner quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est dense, qui est intéressant, qui n'est pas aisé en fait. Alors, il n'est pas difficile à lire, hein, attention, c'est abordable, mais c'est vrai que il faut avoir un certain, alors bagage, j'aime jamais dire trop ça, mais il faut savoir un petit peu. Voilà, parce que si vous vous lancez dans ce bouquin-là, il y a peut-être des subtilités ou des choses, alors que vous allez apprendre parce que vous ne connaissez pas, mais que vous allez devoir ingérer et récupérer dans votre petite tête, pour pouvoir justement avoir ce recul absolu. Voilà, donc c'est vraiment un très bon livre. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Et franchement, je trouve que c'est un livre vraiment très intéressant. Voilà, c'est remarquable. Ça peut être un livre qu'on peut dire ça. Voilà, donc c'est l'histoire de l'épuration de Bénédicte Vergès Chénon. Et le dernier, c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire parce que voilà, c'est un livre assez particulier. Ça s'appelle Europa, les projets européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste de Georges-Henri Soutou. Alors, Georges-Henri Soutou, c'est un professeur d'histoire qui est spécialisé dans l'histoire des relations internationales. Il enseigne à la Sorbonne. Et dans ce livre-là, il étudie sur à peu, je crois, 11 chapitres, si je me souviens bien, la période entre 1940 et 1944, sans se limiter au côté nazi et au côté italien, mais avec tous les autres, c'est-à-dire avec les collaborationnistes de Vichy. Il regarde un peu la place qui est accordée au pays, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux entités, ces deux têtes, ont élaboré un projet, en gros, sur les pays occupés de l'Europe occidentale, pour faire les directions stratégiques de l'Europe, de la future Europe, en incluant et voir la place qu'ils pouvaient accorder aussi à la Grande-Bretagne, hein, qui, je rappelle, étaient les seuls à lutter contre eux depuis des années. Et donc, que ça soit l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, ils avaient leur propre vision de ce qui était. Alors, ils ont eu une vision stratégique sur la Méditerranée, notamment en développant un espèce de projet euro-méditerranéen qui a été par la suite, des années après, dont certaines idées ont été reprises, qui avait été abandonné un temps par les Italiens. Après, ils étaient un peu... Bon, il faut dire que c'est pas des foudres de guerre, hein, les militaires italiens à l'époque. Ils ont un peu plombé les Allemands un peu partout. C'est-à-dire que les Allemands ont été obligés de défaire leurs plans pour aller les sauver 2-3 fois en Afrique du Nord. Voilà, avec la défaite à l'Alamein qui s'est profilée derrière, pour une autre raison, mais voilà, ils se sont embourbés, ces cons, en Grèce,
en Macédoine, etc. Et donc, ça a reculé certaines unités, machin, de Barbarossa, parce qu'il a fallu aller leur sauver les miches, c'est abruti. Et en fait, ils devaient faire une jonction, c'est-à-dire que l'armée nazie devait aller jusqu'à Alexandrie, et les Italiens devaient aller à Alexandrie par le bassin autre, c'est-à-dire la Grèce, la Turquie, etc. Bon, ceux-là, ils sont pas arrivés, on est bien compris, enfin, bah, c'est pas des... Hein, voilà. Mais ils avaient ce projet, voilà, qui séduisait en fait beaucoup de monde, parce que évidemment, c'est les défaites de l'Axe en Afrique du Nord qui ont compromis tous les projets. Mais c'était une volonté de mettre, de montrer les projets euroméditerranéens pour avoir oui, une vision du bassin méditerranéen dans son ensemble, qui serait dû théoriquement voilà, maîtriser, et de se dire, bah, tel pays peut nous servir à ça, si on gagne l'Europe entière, ça, tel pays fait ça, puis voilà, la Méditerranée, on peut s'en servir comme ça. Voilà, c'est un ouvrage qui montre l'histoire de la construction européenne tout au long du XXe siècle, comme on le voit maintenant. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est assez intéressant, parce qu'on a les visions de la stratégie plus ou moins au long terme. Et franchement, Europa, les projets européens de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste, de Georges-Henri Soutou, c'est très intéressant à lire, et ça peut vous expliquer d'autres choses qui sont pas forcément des choses que vous auriez vues, en tous les cas, ou que vous auriez aimé voir, mais voilà, c'est vraiment très intelligent. Alors tout ça, c'est des livres que j'ai donc lus, les 7 là. C'est un peu la honte, hein, il faut le dire quand même un peu, d'avoir complètement oublié de les chroniquer l'année dernière. Mais visiblement ces livres étaient maudits, hein, puisque le son a foiré. Ah là là, je vous dis. Voilà, donc quand j'ai vu, je vous assure, quand j'ai commencé à mettre mes vignettes, parce que je n'écoute pas ce que je dis, hein, je fais un accéléré, parce que bon, quand j'enregistre, je sais à peu près à quel moment j'ai parlé du livre à une minute près, donc je me cale sur la minute que je me souviens, parce que quand j'ai fini d'enregistrer, je note tout de suite sur un petit bout de papier. Et là, quand je suis allée positionner le premier livre, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai, il n'y a pas le son. Alors sur le coup, j'ai cru que j'avais coupé le son. Et je me suis aperçue que je n'avais pas coupé le son. C'est que pour la première fois de ma vie, l'ordi n'avait pas mis le son. Voilà. Alors, je pense que c'est dû au fait que juste avant, j'avais eu une visioconférence avec une copine, que j'avais mis mon casque pour bien l'entendre et pour pouvoir discuter et qu'elle ait un son correct, et que en fait, le son de mon casque est resté, c'est mon casque qui est resté, comme j'avais éteint mon casque, ben en fait le son a été coupé. Je m'en suis pas aperçue comme une dindote, et honnêtement, voilà, c'est un peu la honte, mais bon. Que voulez-vous, c'est les erreurs techniques de la bestiole qui peuvent faire. Donc laissez dans les commentaires si vous avez eu certains de ces bouquins qui vous intéressent, d'autres pas. Si vous vous dites, ah bah tiens, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ces vidéos histoires. Là, cette année, je les ai intégrés pour ne pas les oublier. Je les intègre carrément dans les points lecture de fin de mois. Je vous rappelle que le point lecture de mars a été fait lors du live du 28 mars. Donc, vous pouvez aller dans le live du 28 mars, et j'ai mis dans les commentaires, dans la barre info, j'ai mis la chronologie. Enfin, j'ai mis un timer pour que vous y allez directement au point lecture si le reste de ce que je disais vous intéressait pas. Donc c'est un format assez particulier, c'était assez drôle à faire parce qu'on était en live, etc. Et donc ça a dû un peu plus longtemps que ce que j'aurais dû le faire normalement. Mais au moins ça a le mérite. J'ai rebondi sur certaines petites choses. Alors c'est des choses, j'ai essayé de rebondir le moins possible sur ce qui était dit dans le chat pour pouvoir rester vraiment concentré sur ce que je disais. Mais c'était assez rigolo. Peut-être que je le ferai en avril, mais je suis pas sûre. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Prochaine vidéo, alors soit c'est la thématique et c'est Catherine de Médicis, soit c'est celle-là qui passera en premier et Catherine après. Il y aura le programme culturel évidemment du mois d'avril, et je vais tourner
mes livres préférés des années 2018-2019 et au mois de septembre, vous aurez 2020-2021 parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais mais moi je t'ai connu que l'année dernière ou il y a un an et en fait j'ai pas vu les autres livres. Alors je leur ai dit que j'avais quand même fait à chaque fois des points à la fin de l'année des tops. Mais voilà, je me suis dit bon c'est pas bête et puis j'avais déjà fait une vidéo où je vous avais montré les livres par année mais pas tous et je me suis aperçue qu'il y avait des livres que j'avais pas mentionnés, ce que je trouvais assez dommage. Donc là je vais vous faire vraiment comme un point lecture des années en vous montrant. Alors il y a des livres qui sont très peu trouvables. Voilà, mais c'est comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu, que tous les livres que je vous ai proposés vont vous intéresser. S'il y en a certains qui vous intéressent, vous me le dites. S'il y en a certains qui vous intéressent pas, non. Il y en a certains qui sont un peu plus compliqués, entre guillemets, plus exigeants que d'autres, mais j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo muette, mais commentée. Faites attention à vous. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Écoutez, c'est Lisa, vous savez comment elle est. Allez, bisous, ciao, à la semaine prochaine.